être un insecte, tu serais quoi, toi? Je pense à un papillon de la reine Alexandra. Les papillons, c'est beau. Et toi? Moi, je pense que je serais un cafard. T'es sérieux là? Non, je déconne, non, c'est juste pour annoncer le film d'aujourd'hui. Non, je pense que si je devais être un insecte, je serais un scarabée éléphant. Ouais, je vois. Un gros machin de bourrin. C'est ça. Aujourd'hui, Mimic. Mimic est un film de science-fiction horreur américain sorti le 6 décembre 1997 et a été réalisé par Guillermo del Toro, un réalisateur que j'aime beaucoup pour son amour des monstres. Il est le réalisateur des Hellboy, sauf celui-là, de La Forme de l'eau qui est magnifique, de Blade 2 dont je me rappelle plus, de Pacific Rim qui est génial et du Labyrinthe de Pan que j'ai pas aimé mais dont je ne peux nier les qualités. Et je le savais pas mais il a participé à l'écriture des scénarios des 3 films Le Hobbit de Peter Jackson. C'est quoi un scénario? C'est le pluriel d'un scénario. Ah ouais? En fait, scénario ça vient de l'italien et le pluriel c'est scénario. Et en France, on autorise 2 pluriels, à savoir scénario avec un S et scénario. Donc du coup moi j'ai pris celui qui faisait le plus classe. Ah putain, je savais pas. Eh ouais, c'est pour ça que c'est moi qui écris les textes. Allez, barre-toi et claque la porte. Eh non mais ça va, tu me causes meilleur, attends. Puis de toute façon, il n'y a pas de porte ici. Eh bah ferme ta gueule alors. Les cafards de Manhattan sont vecteurs de la maladie de Strickler qui décime les enfants. Et heureusement, Susan Tyler, une entomologiste, a créé les Judas, des clones de cafards qui sécrètent une enzyme qui tue les autres cafards. Et histoire que plus tard dans le film les héros en chient un peu, ils ont de l'ADN de termites et de menthes religieuses. Alors, rien qu'à petite échelle, l'idée déjà ça pue. Parce que c'est dangereux comme une menthe religieuse, ça bouffe le bois comme les termites, et c'est indestructible comme les cafards. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'en arriver là pour créer un remède? Monsieur le ministre, pour venir à bout du coronavirus, nous avons cloné un pangolin et nous lui avons injecté le remède à la maladie. Bien, très bien. Bon, par contre, pour faire ça, il a fallu qu'on le croise avec un grand requin blanc, un aigle royal et un hippopotame. Donc, il peut nager, il peut respirer sous l'eau, il peut voler et il pèse 2 tonnes. Quoi? Je sais, il peut nous attaquer de n'importe où. Mais on n'avait pas le choix, hein. C'était nécessaire. Vous savez ce qui est marrant, c'est qu'en préparant l'épisode, je me suis baladé sur YouTube et j'ai essayé de chercher quelques vidéos qui parlaient du film Mimic. Et puis l'algorithme de YouTube m'a proposé ça. Alors j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. En fait, c'est juste une menthe religieuse qui a adapté son camouflage pour ressembler à une guêpe. Mais sur le moment, j'ai cru que c'était vraiment un mélange de guêpe et de menthe religieuse. Ça m'a un peu fait flipper. La maladie est éradiquée grâce à eux, Suzanne épouse Michael, un des scientifiques qui travaillait avec elle, et 3 ans plus tard, un pauvre ecclésiastique se fait emporter sous terre par un mystérieux personnage. C'est quoi un ecclésiastique? C'est un membre de la communauté chrétienne. Et alors qu'à Manhattan, il y a 1,6 million d'habitants, il n'y a qu'un seul témoin de l'attaque, Shui, le fils autiste de Manny, un scieur de chaussures du métro. Mocassin. Noir. 41. Oh oh! A priori, le petit a un super pouvoir, celui de savoir quelles pointures font les gens et quelles chaussures ils portent grâce au bruit qu'elles font. Tu serais pas arrivé en retard le jour de la distribution des pouvoirs, toi? Le lendemain, 2 gosses qui arpentent le métro pour revendre des insectes rares à qui n'en veut ramènent un Judas à Suzanne. Alors déjà, il est vivant alors qu'il devrait pas, et en plus, ce n'est qu'un bébé. Elle a à peine le temps de se rappeler qu'ils étaient censés être stériles et mourir au bout de quelques semaines que l'étrange individu du début vole le Judas. Il est agile, cet énergumène. Après avoir appris à Peter que les Judas se reproduisent, Suzanne va voir son mentor. L'évolution s'arrange pour maintenir la vie. Non, je pense qu'à ce moment-là, ce qu'il veut dire, c'est que la vie trouve toujours un chemin. Toujours à la recherche d'insectes bizarres pour faire du fric, Bugs Bunny et Mini Ice Cube farfouillent dans les fins fonds du métro. Dis donc, niveau sécurité dans le métro new-yorkais, c'est un peu des branlos, non? Ou... Non, parce que je veux dire, chez nous, tu peux pas aller sur les rails du métro comme ça, hein. Surtout les gosses. Non mais merde, ils sont vraiment sur les rails, là, c'est abusé. Ou alors c'est une voie de garage, mais c'est pas vraiment précisé. Bon, dans le même temps, Suzanne et Peter, qui ont été guidés par les 2 gamins, visitent l'endroit où le Judas a été trouvé. Et évidemment, un flic leur tombe dessus et leur prend la tête. Alors, au lieu de les emmerder, tu pourrais peut-être aller engueuler les 2 gosses qui marchent sur les rails. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, Bugs Bunny et Mini Ice Cube trouvent une poche à eux de très grande taille, qui est une poche à eux de Judas, bien évidemment. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps de la ramener à Suzanne, vu qu'ils se font tous les 2 tuer par Monsieur Drôle de Chaussures. Alors là, peu importe ce qu'on dira du film par la suite, mais à partir du moment où dans un film, le monstre tue des enfants, c'est que les producteurs ont un minimum de couilles. Ça, mon petit gars, c'est des producteurs comme on n'en fait plus, des vrais, des bonhommes.
Qui est-ce qui a produit Mimic? Ouais, du coup, Shui se fait enlever par plusieurs monsieur drôles de chaussures pendant que Peter explore le métro avec Brandon des Goonies, enfin Cable, Thanos, enfin bref, rayez la mention inutile, qui mène l'enquête sur d'étranges disparitions. Et Léonard, qui s'est bien sorti de sa situation sur Fiorina 161, s'est joint à eux. Pendant ce temps, Suzanne va voir ce qu'a trouvé Jérémy, un employé de station d'épuration qui ne se doute pas qu'un jour il tuera des zombies avec une arbalète. Putain, ça en fait des références. Eh ben mon salaud, sacré bestiole. C'est quoi, c'est le nouveau Kotoga? Le chien cafard est étudié par le mentor de Suzanne qui comprend que c'est un fucking Judas, que c'est un soldat, et que manifestement la race évolue à une vitesse exponentielle. Et alors qu'elle attendait Peter sur le quai du métro, Suzanne se retrouve nez à nez avec un Judas de 2 mètres de haut qui l'enlève. Pendant ce temps, Peter et Leonard se retrouvent séparés de Thanos, qui se fait salement tuer après avoir découvert un amas de cocons. Bah alors, t'as pas utilisé ta pierre du temps? Peter et Léonard sont rejoints par Manny qui recherche Shui et sauve Suzanne après qu'elle ait foutu sa pâtée à un Judas. Mais ils sont obligés de se retrancher dans un vieux wagon de métro vu que les bestioles sont un paquet et ont les crocs. Et coup de bol pour eux, une moitié de Judas s'est invité à la fête. S'il y a une moitié de Jésus dans le wagon, il va être content. Hein. Une moitié de Jésus du coup, les Judas. Non. En l'étudiant, Peter et Suzanne comprennent que le métabolisme génétiquement modifié des Judas leur a permis de se reproduire à grande vitesse et donc d'évoluer de pair. Ils ont développé des poumons et une capacité à copier l'apparence des humains, en repliant leurs ailes pour avoir l'air d'une personne dans un costume. Et ils ont la capacité d'imiter la forme d'un visage avec des bouts de carapace. Et deuxième coup de bol, il semblerait qu'il n'y ait qu'un seul mâle dans la bande. Alors après cette badigeonnée de viscères de Judas pour passer inaperçu aux yeux des autres, enfin au nez des autres, il tente de faire démarrer le wagon pour s'enfuir. Manny en changeant le sens de la voie et Peter en remettant le courant. Non, me regardez pas comme ça, on fait tous la même chose quand on est pris dans le film et que c'est chaud. Que ce soit une scène dans l'eau... Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaye de voir si je peux tenir aussi longtemps que... C'est complètement débile. Ouais bah si un jour ça nous arrive, tu verras si c'est débile. Une scène en hauteur... Ah putain. La même chance que Michael puisqu'il va rencontrer le mâle Judas. Bah au moins il est mort en faisant référence à Alien. Le wagon démarre, mais s'arrête presque aussitôt. Léonard se sacrifie parce que ça fait un moment qu'on a vu personne mourir, et Peter se retrouve dans le nid des Judas pendant que Suzanne, qui a retrouvé Shui, essaye d'échapper au mâle. Dans le nid, les œufs ont à peine le temps de s'ouvrir que Peter fait tout péter. Enfin, si son briquet veut bien s'allumer. Ok, une étincelle du métal contre métal, bon, pourquoi pas. Suzanne défonce le mâle à coups de train, et le film se termine par une petite happy end, puisque Peter s'en est sorti, vu que c'était une explosion à tête chercheuse qui ne touche que les Judas, alors que le mec est en plein milieu. Je trouve que Mimic est génial. L'atmosphère, les créatures, la mise en scène, tout est réuni pour faire un bon film d'horreur. A l'origine, le film devait être un court-métrage, puisqu'adapté d'une nouvelle de Donald Wollheim qui fait 4 pages. Mais vous vous doutez bien que 4 pages, c'est pas suffisant pour faire un film. Remarque qu'il doit y avoir des films qui ont un scénario qui tient en 4 pages. Hein. Tiens, c'est le scénario du prochain Transformers. Ah la vache! Voyons, ça va prendre du temps à lire ça, hein. Le scénario a principalement été écrit par Guillermo del Toro et Matthew Robbins, qui a scénarisé des films comme Sugarland Express et Rencontre du troisième type de Steven Spielberg,
Miracle sur la 8ème rue ou encore Le Dragon du Lac de Feu, mais 3 autres scénaristes ont aussi apporté leur touche au film, notamment Steven Soderbergh, qui est un vrai touche-à-tout à Hollywood, puisque le mec est monteur, scénariste, réalisateur et producteur. Et d'ailleurs, parmi ses nombreuses réalisations, on peut par exemple compter la série des Oceans, les 2 films sur Che Guevara, et Erin Brockovich avec Julia Roberts qui est tiré d'une histoire vraie. En bref, on peut dire qu'il y a un paquet de monde qui ont bossé sur le scénar, mais à ma grande surprise, ça n'a pas entaché le film. En fait, ça lui a même carrément bien servi. Parce que, en gros, chacun s'est occupé de sa partie. Il y en a un qui a géré les dialogues, il y en a un qui a un petit peu simplifié l'histoire, il y en a un qui a étoffé les personnages, et du coup, le résultat final est de qualité. Cela dit, dans sa composition, le film n'est pas si différent d'un film de monstre lambda. Il est même simplement construit, mais la patte de Del Toro rend l'histoire bien meilleure que ce qu'elle aurait pu être. Il n'y a pas de longueur, et certains moments sont bien flippants. J'ai même retenu ma respiration une fois ou deux, alors c'est bien la preuve que c'est flippant. Les personnages sont bien travaillés, on a de l'empathie pour eux, que ce soit le petit couple qui cherche à avoir un enfant, ou Manny qui élève seul son fils autiste et qui doit pas gagner des milliers des cents, et même Léonard, qui sous ses airs un peu bourrus, est un fanat d'histoire de métro. Et le destin de certains est assez inattendu. Comme les 2 gamins qui sont tués par le Judas, celle-là il fallait la tenter. Parce que rares sont les films qui tuent les enfants. Et les tueurs, parlons-en. Ici, pas de monstres qui deviennent énormes après avoir été exposés à des produits radioactifs. Ce sont les manipulations génétiques qui les ont créés. Au final, le remède s'avère être plus dangereux que le mal lui-même. Et l'homme qui a voulu jouer à Dieu en créant un être de toutes pièces, voit sa création se retourner contre lui. Un peu comme dans Frankenstein. Je l'ai dit en blaguant un peu plus tôt, mais la phrase de Malcolm « La vie trouve toujours un chemin » s'applique pour Mimic. On ne peut pas contenir la vie prend le large, conquit de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, je ressens des sentiments contraires vis-à-vis du personnage de Suzanne. Même si elle a sauvé le monde, tout est de sa faute. Elle a créé une menace encore plus forte. Donc, même si elle est en danger, c'est bien fait pour elle. Faut qu'elle répare ses conneries. Bon, je tarie pas d'éloges sur le film, mais il y a quand même quelques bémols, notamment le dénouement qui est hyper convenu et surtout qui est très mal foutu. Mais a priori, ce n'est pas ce que Del Toro voulait. Ça lui a été imposé par la production. Donc ça s'explique que ce soit merdique, parce que depuis une bonne vingtaine d'années, les producteurs sont des gens qui ne comprennent rien à comment fonctionne le cinéma, à comment on fait un film, et qui ne pensent qu'au pognon. Et puis, il y a quelques scènes de dialogue aussi qui puent un peu. T'as déjà vu ce genre de choses? Pourquoi tu me demandes si j'ai déjà vu ce genre de merde? Tu trouves que j'ai une tête à avoir déjà vu ce genre de merde, c'est ça? Eh ben non, figure-toi, j'ai jamais vu ce genre de merde. Quel est le putain d'enfoiré qui irait grimper sur ces murs? Pour aller accrocher ça, doit falloir un cul d'éléphant pour chier aussi haut. C'est dégueulasse. Caca! 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 Et le pognon, parlons-en. Le budget du film fut de 30 millions de dollars, environ 61 millions d'aujourd'hui. Un budget confortable à l'époque, limité de nos jours, mais amplement suffisant pour créer une myriade de monstres de 2 mètres. Mimic est sorti la même année qu'Anaconda, donc jetez un œil à l'épisode si vous voulez savoir qu'est-ce qui est sorti d'autre cette année-là. Et niveau effet visuel, le film n'a pas à rougir de ses congénères. Mais manifestement, le film n'a pas l'air d'avoir marché au cinéma. Alors les recettes à l'international, j'ai pas réussi à les trouver, j'ai farfouillé sur 4-5 sites internet, j'ai rien trouvé. Par contre, les recettes sur le sol américain s'élèvent à 25 millions de dollars. Donc le film n'a même pas remboursé son budget. La conception des créatures de Mimic a nécessité 2 ans de préparation, des croquis jusqu'aux animatroniques. Une équipe de 80 spécialistes des effets spéciaux y ont travaillé, et parmi eux, il y avait Rick Lazzarini, un de ces nombreux spécialistes des effets spéciaux qui a débuté chez Stan Winston et qui a ensuite volé de ses propres ailes. Il a bossé sur une ribambelle de films comme Alien le Retour, Pirates des Caraïbes La Fontaine de Jouvence, Hocus Pocus, SOS Fantôme 2 et Opération Dumbo Drop. On peut aussi compter Brian Jennings qui a bossé sur des films comme Mortal Kombat, The Faculty et Phantoms. Et enfin, il y a eu Rob Bottin. Et là, accrochez-vous à vos cale-pieds. Rob Bottin est un des piliers des effets spéciaux au cinéma. Il est classé dans la même catégorie que Stan Winston pour moi. Un génie qui a travaillé sur des films qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire du cinéma grâce à leurs monstres iconiques. Il a débuté avec le King Kong de 1976. Il a par la suite travaillé avec des réalisateurs comme Paul Verhoeven sur Robocop, Basic Instinct et Total Recall, Joe Dante pour Piranha et Hurlement, mais pour moi, son plus grand fait d'armes fut la création des horreurs polymorphes de La Chose de John Carpenter, qui est sans aucun problème dans mon top 5 des meilleurs films de tous les temps. Mais revenons à nos cafards. Del Toro ne voulait pas de simples monstres dans son film. Lui, ce qu'il voulait, c'était des créatures qui soient le plus scientifiquement possible proches d'insectes géants mutants. Et pour ce faire, l'équipe a bouffé des tas de bouquins d'entomologie. Ah, dis donc, c'est quoi l'entomologie? Putain, casse-toi, nom de Dieu! L'entomologie, c'est la science qui étudie les insectes. À vous, je vous le dis, mais pas à lui.
m'énerve. Et le résultat est superbe. Si jamais des trucs pareils existaient vraiment, je vous jure que je sortirais jamais de chez moi. Le film est un bon mélange de différentes technologies. Les animatroniques, les effets numériques et les miniatures. Et forcément, ça rend les Judas beaucoup plus crédibles, puisqu'ils sont présents sur le plateau. Et d'ailleurs, je trouve que le film ne vieillit pas. Bon, à part sur certains plans, je dois l'avouer, mais sinon la majorité des effets spéciaux sont de très bonne qualité. Encore une fois, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. J'ai beau avoir vu le film plusieurs fois, il n'y a que maintenant que je me rends compte que la bande originale est géniale. Elle est de Marco Beltrami, qui a pas mal travaillé avec Del Toro, notamment sur Hellboy et Blade 2, mais il a aussi fait les bandes originales de The Faculty, Terminator 3, World War Z et The Thing de 2011. Le thème principal du film est super. Flippant, accompagné de cœur. Je trouve qu'il est fait comme le film en fait. Il démarre doucement, avec quelques passages un peu énergiques, et à la fin, il monte inexorablement, comme si on pouvait pas échapper à la catastrophe qui se prépare. Un passage que j'aime bien, c'est celui où les Judas sont relâchés pour tuer les cafards. Les cœurs prennent le pas sur le reste et ça donne un côté funeste et impitoyable. Et il y a aussi le thème du petit chui qui est sympa. Ça fait comme une boîte à musique au milieu d'un chœur féminin et aigu. Comme un petit air d'insouciance. Mais le vrai point fort du film, pour moi, c'est la mise en scène. Évidemment, il cherche à montrer les Judas le moins possible en jouant sur les gros plans ou sur la lumière, mais il brouille aussi les pistes en les faisant passer pour des hommes avec des costumes. Il y a des effets d'ombre qui sont intéressants, comme pendant la poursuite du prêtre ou encore quand Suzanne cherche où est le petit Judas. Ce sont des apparitions qui montrent déjà que c'est pas quelque chose d'ordinaire. Il joue aussi énormément avec l'eau dans les égouts pour cacher les Judas. Là, par exemple, Thanos ne voit pas la bestiole, mais le plan montre qu'il y a quelque chose et que ça va attaquer bientôt. Une scène qui m'a pas mal marqué, c'est celle où le petit Chui va à la rencontre des Judas dans le bâtiment abandonné. L'image est bleutée. Pour moi, le bleu, ça ramène soit au froid, soit à la mort ou au rêve. Mais je me demande si là, c'est pas pour souligner le décalage de ce petit gars avec le monde qui l'entoure. Décalage dû à la fois à son innocence d'enfant, mais aussi à son autisme, qui lui donne une perception particulière du monde. Face au Judas, il ne ressent pas la peur. On dégage des phéromones quand on a peur, et les animaux peuvent les sentir. Peut-être que les Judas ne l'envisagent pas comme une proie parce qu'il n'a pas peur. Et aussi, et surtout, parce qu'il imite les cliquetis qu'ils font pour communiquer avec ses cuillères. Les personnages du film sont, pour la plupart, bien construits et attachants. On a de l'empathie pour eux, et Del Toro a fait le choix d'acteurs et d'actrices qui sont vraiment bons. Mira Sorvino par exemple, qui s'est fait remarquer dans Maudite Aphrodite de Woody Allen, et qui a joué dans beaucoup de films et séries que j'ai jamais vus, donc je peux pas vraiment vous en dire grand chose. Jeremy Northam, je n'ai pas vu d'autres films avec lui, à part Amistad de Steven Spielberg et Invasion, qui est un remake de L'Invasion des Profanateurs. Giancarlo Giannini est un grand acteur italien à la filmographie très fournie, qui a joué dans Hannibal, Man on Fire, Casino Royale et Quantum of Solace. Charles Dutton, je le connais surtout parce qu'il a joué dans Alien 3, Seven, Fenêtre secret, Gothica et Légion, que je ferai un de ces quatre, je pense. Josh Brolin, normalement, vous l'avez reconnu, puisqu'il a joué Thanos dans les 2 derniers Avengers, il a joué Cable dans Deadpool 2, il a commencé sa carrière dans les Goonies, et il a évidemment joué dans tout un tas de films, comme notamment Hollow Man de Paul Verhoeven, qui est très bon, No Country for All Men, qui est excellent, Planète Terreur, qui est spécial,
American Gangster qui est super, Men in Black 3 qui est un film, enfin bref, une carrière riche et éclectique. Et en parlant de carrière riche, voilà un grand nom du cinéma américain. Philip Murray Abraham. Scarface, Amadeus, Last Action Hero, il a très souvent été le méchant dans les films et il a même joué dans ça. Encore un film pour monstre de l'été, tiens. Finalement, ce que je peux vous dire sur Mimic, c'est que c'est une solide série B qui survit bien au temps et que je trouve vraiment bien tournée. Je vous conseille de la voir si vous aimez Guillermo del Toro ou si vous aimez les monstres en général. Et si vous ne connaissez pas Guillermo del Toro, je vous invite à regarder sa filmographie. Elle est vraiment intéressante. Il y a des films comme Le Labyrinthe de Pan ou La Forme de l'eau qui sont des chefs-d'œuvre de poésie. Voilà, ce sera tout pour Mimic. Cette vidéo sortira pendant le confinement. D'ici là, prenez soin de vous. Faites bien gaffe à vous, restez chez vous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera tournée, je l'espère, sous de meilleurs auspices. Salut à tous.